La politique jusqu'à 9 heures sur France Info avec Jean-Michel Apathy, bonjour. Bonjour Nicolas. Gilles Bornstein également en notre compagnie et votre invité Jean-Michel, député Les Républicains des Alpes-Maritimes. Bonjour Éric Ciotti. Bonjour. Il n'y en a plus que pour Emmanuel Macron. Nous écoutons François de Rugy qui était à votre place hier, Éric Ciotti, sur France Info. Je choisis de m'engager dans la recomposition politique qui a été lancée par Emmanuel Macron. Et puis bien sûr hier soir, l'événement, François Bayrou, déjà 3 fois candidat à l'élection présidentielle, s'est rallié, alors il n'appelle pas ça un ralliement, mais il s'est rallié à Emmanuel Macron. Nous écoutons François Bayrou hier lors de sa conférence de presse. Parce que le risque est immense, parce que les Français sont désorientés et souvent désespérés, j'ai décidé de faire à Emmanuel Macron une offre d'alliance. C'est quand même un événement, hein, Éric Ciotti, que François Bayrou, 3 fois candidat, se rallie derrière Emmanuel Macron. Événement, je ne sais pas. En tout cas, moi, ce que je crois, c'est que la fusion des girouettes a jamais donné le bon cap, a rarement donné le bon cap en matière politique. On voit bien qu'il y a un effet de mode, mais l'effet de mode, il est dans d'une catégorie politique qui n'a jamais trop réussi, c'est le moins que l'on puisse dire, qui n'a jamais bénéficié du soutien fort des électeurs. M. Bayrou a toujours échoué, M. Rugy a rarement réussi. On voit que les opportunistes de Mme Lepage à M. Menck se sont précipités dans un mouvement un peu panurgique en regardant les sondages vers M. Macron. Je ne souhaite pas que ce soit le sentiment des électeurs et je pense que cette élection que certains voulaient jouer d'avance, voire jouer d'avance, est aujourd'hui pliée. Moi, je suis convaincu, personne ne dit ça. Je suis convaincu, bien au contraire, qu'il y aura de la part des Français la volonté de ne pas se laisser abuser par ceux qui veulent que rien ne change. Parce que finalement, ceux qui sont autour de M. Macron ne veulent rien changer au système actuel. Quand beaucoup de gens se précipitent, puisque précipiter, c'est vous qui avez employé le verbe, et puis vous avez fait la liste, on peut aussi appeler ça un succès. Hein. À un moment, voilà. Il n'est pas seul. C'est pas un succès sur des convictions, c'est un succès très futile, très fragile, qui, à mon avis, ne durera pas. Et je crois que M. Macron, depuis 15 jours, montre son vrai visage, celui de l'inexpérience, celui de l'immaturité. C'est pas moi qui le dis, c'est lui. Ses propos étaient d'ailleurs assez étonnants. Il les a tenus à Londres, dans un meeting, je crois, avant-hier, où il dit « Je revendique l'inexpérience et l'immaturité ». Quelque part, ça fait peur. On a vu qu'il était fidèle par rapport à ceux qui, depuis 30 ans, 35 ans, sont là et n'ont peut-être pas non plus que des réussites à leur actif. Je crois que c'était ça le balancement de son discours. Mais il en fait partie. Il y avait un peu d'ironie, quoi, je veux dire. Il fait partie de ce bilan, puisqu'il essaie de s'en exonérer aujourd'hui. Mais quand même, M. Macron, c'est le principal instigateur du programme de M. Hollande. La taxe à 75%, des éléments essentiels du discours du Bourget. Il a été secrétaire général de l'Élysée, il a été ministre de l'économie et des finances. Donc, le bilan de ce quinquennat, il doit aujourd'hui en être comptable totalement. Les 2200 milliards d'euros de dette, le déficit budgétaire, le déficit commercial, une croissance 2 fois plus faible que nos grands concurrents, le chômage à plus de 6 millions d'inscrits à Pôle emploi. Tout ça, c'est aussi le bilan de M. Macron. Donc, il arrive un peu drapé d'une virginité qui se veut nouvelle. Non, M. Macron, c'est l'héritage, c'est la continuation, c'est l'héritier de M. Hollande. Alors, vous parlez de M. Macron, comme vous dites, on va parler de M. Fillon, dont François Bayrou parle en termes assez violents. On l'écoute. Je ne pouvais pas faire d'accord avec François Fillon parce que son programme était un programme qui était dangereux et s'y est ajouté ce dévoilement des affaires unanimement accepté par les siens. Que tous ses amis disent « mais c'est pas grave, tout le monde fait ça ». Eh bien non, tout le monde ne fait pas ça. Alors votre indifférence m'étonne parce que ça fait 5 ans que vous nous expliquez que c'est à cause de François Bayrou que Nicolas Sarkozy a été battu. C'est vrai ? Eh ben voilà, donc pourquoi ça ne serait pas à cause de François Bayrou que François Fillon, durement attaqué, sera battu? Parce que les Français ont vu le résultat. 2012, c'est une escroquerie politique majeure. C'est le mensonge,
c'est le mensonge de M. Hollande. Les mensonges, c'est la trahison de M. Bayrou qui détruit toute la famille politique dont il est l'héritier, celle du centre, celle des libéraux. Il avait hérité d'une UDF, celle de Valéry Giscard d'Estaing, je crois qu'il y avait 150 députés. 120. Il n'y en a plus aucun aujourd'hui à l'Assemblée nationale. C'est ça le résultat de M. Bayrou, le fruit de sa trahison. Il n'en a même pas récolté le butin puisque M. Hollande ne l'a pas nommé ministre. Aujourd'hui, les Français ont vu le résultat. Donc la différence, c'est je crois qu'ils ne se laisseront pas prendre deux fois par les mêmes acteurs. Est-ce qu'on peut revenir à François Fillon? Bien que sûr. répondez-vous aux attaques que porte François Bayrou sur son absence de probité? Ces attaques, elles sont grossières, elles sont scandaleuses. Tout le monde fait ça? Elles présageaient ce qui allait arriver, puisque M. Bayrou nous dit hier « Je n'ai jamais vu M. Macron ». C'est faux. M. Ferrand, qui est le principal collaborateur de M. Macron, nous dit qu'ils se sont vus la semaine dernière. Est-ce qu'ils n'ont pas parlé de circonscription? Est-ce qu'ils n'ont pas parlé de ministère pour Mme de Sarnez? Alors, quelle fable! Quelle fable! Quelle fable! Voilà, quelle fable! Ce qui est sûr, c'est que vous ne nous parlez pas de François Fillon, vous. Vous pensez qu'ils ont parlé de circonscription? Mais bien entendu, on voit bien que derrière tout ça, il y a une négociation d'arrière-cour, il y a de la cuisine politicienne, il y a la volonté de retourner à la 4e République sur les méthodes de négociation et en même temps sur ce qui a fait, je dirais, la 4e République dans tout ce qu'elle avait de pire, au travers de la proportionnelle, sans majorité, avec des négociations qui renversent les gouvernements du jour au lendemain. C'est ça qui s'est joué dans les arrière-cours de leur rendez-vous la semaine dernière. Indifférence à droite après les accusations visant François Fillon. C'est ça que disait François Bayrou. Mais il n'y a pas d'indifférence. Un peu, quand Nous même. contestons aujourd'hui le fond de ces accusations. Nous disons très clairement, je le redis, j'étais chez vous il y a quelques semaines pour le dire, au cœur de la tempête, que ce qui est reproché à François Fillon n'est en rien illégal. Il l'a dit lui-même et nous sommes confiants. Pas encore, il y a une enquête qui est en nous cours. sommes confiants dans le résultat de cette enquête. Il n'y a pas des procès politiques qui doivent se substituer au procès à la décision judiciaire. C'est ça la réalité d'un système démocratique. Si vous laissez abuser par ce cirque politico-médiatique qui, comme par hasard, à quelques semaines d'une élection, surgit de nulle part, bien moi je ne me laisse pas abuser par cette manipulation. Éric Ciotti avec nous jusqu'à 9h. L'info à 8h40, c'est avec Victor Maté. Et avec d'abord les très bons chiffres de PSA communiqués ce matin. Le constructeur automobile français a quasiment doublé son bénéfice net en 2016 à 1,7 milliard d'euros. L'empire du milieu, mariage de raison, quelques-uns des titres de la presse ce matin après l'offre d'alliance de François Bayrou acceptée par Emmanuel Macron. François Bayrou qui renonce donc à sa propre candidature. Après une journée en garde à vue, la directrice de cabinet de Marine Le Pen est désormais mise en examen pour recel d'abus de confiance. C'est l'enquête sur les soupçons d'emploi fictif du Front National au Parlement européen. En Irak, les forces de sécurité ont donné l'assaut à l'aéroport de Mossoul, tenu par les djihadistes de Daesh. L'armée cherche toujours à reprendre le contrôle de l'ouest de la ville. Une grande nouvelle, une étape de plus dans la recherche de traces de vie ailleurs que sur la Terre. Commentaire ce matin sur France Info d'un astronome de l'Observatoire de Paris. 7 nouvelles planètes de la taille de la Terre ont été découvertes. 3 d'entre elles pourraient abriter des formes de vie. France Info. Retour sur la planète politique avec Éric Ciotti, qui est votre invité, Jean-Michel Apathy. Nous avons parlé d'Emmanuel Macron. Il a un peu défrayé la chronique la semaine dernière en évoquant la colonisation comme un crime de guerre contre l'humanité. Vous-même, qui êtes élu du Sud-Est, sans doute vous êtes sensible à ce débat. Comment vous évoquez-vous, comment vous qualifiez-vous la colonisation, Éric Ciotti ? La colonisation ou la présence française dans des territoires qui historiquement n'appartenaient pas à la France, c'est une page de notre histoire. C'est une page avec ses éléments positifs et négatifs. Positifs aussi. On peut parler de colonisation quand même. Il y a des éléments... On peut parler de colonisation quand même, parce que vous parlez de la présence française. Mais... Oui. On appelle un chat un chat. C'est un terme historique, bien sûr. Que vous n'employez pas. Colonisation, pourquoi pas. Mais ça fait partie de notre histoire, comme la Révolution fait partie de notre histoire, comme l'Empire fait partie de notre histoire, avec ses tâches quelquefois, avec ses ombres et ses lumières. C'est une histoire de France, mais
parler de crime contre l'humanité est une infamie. Crime contre l'humanité, c'est une notion juridique qui est née après le traité de Londres, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, pour qualifier l'entreprise de destruction des Juifs par les nazis, pour qualifier la Shoah. Donc, associer la France, les Français qui ont été en Algérie, les appelés du contingent qui se sont battus en Algérie. Il y en a eu de 54 à 62, je crois, plus de 2 millions. Les qualifier de complices de crimes contre l'humanité, d'un crime qui est imprescriptible, donc contre lesquels, si on en croit M. Macron, il pourrait être encore poursuivi. Je le dis, c'est une honte, c'est une infamie. Non, la France n'a pas commis en Algérie de crimes contre l'humanité. Le général de Gaulle a pris les décisions qui s'adaptaient à l'époque, extrêmement douloureuses. Mais non, la France n'a pas commis de crimes contre l'humanité. Les dirigeants algériens sont toujours attentifs quand un nouveau pouvoir arrive en France à ce que des mots soient mis sur ce qui s'est passé. Donc à partir de 1830 entre la France et l'Algérie, si vous aviez, vous, un qualificatif à conseiller à François Fillon pour qualifier cette période historique, vous utiliseriez quel qualificatif ? Un qualificatif ne peut pas résumer cette histoire. Et encore aujourd'hui, cette histoire, la colonisation était une erreur. Cette histoire, c'est Jules Ferry. Un drame. On ne peut pas juger de ce qui s'est passé en 1830 avec les valeurs qui sont les nôtres aujourd'hui. 1830, la France n'épousait pas les mêmes valeurs démocratiques. C'est comme lorsque aujourd'hui on regarde certains régimes avec les critères de la France. Donc il faut avoir ce regard lucide, relatif sur l'histoire de notre pays. Mais crime contre l'humanité, non, jamais la France n'a commis de crime contre l'humanité. Gilles Manstein. Alors sur le mariage pour tous, Emmanuel Macron a regretté ce qu'il a appelé l'humiliation des opposants. Réponse de Christiane Taubira dans le magazine Stupéfiant sur France 2. Vous nous direz ce que vous en pensez. J'ai reçu à longueur de temps du macaque, casse-toi, dégage, espèce de guenon, qui a été humilié. Les personnes homosexuelles qui ont subi des agressions verbales et physiques, qui a été humilié. Les enfants qu'on a traités d'enfants Playmobil, qui a été humilié? Elle était où, l'humiliation? Alors, ce sera diffusé lundi sur France 2 dans le magazine de Léa Salamé. Je vous pose la question qu'elle pose. Qui a été humilié? Elle ou les manifestants? Je pense que les manifestants ont été traités de façon inhabituelle. Ça, c'est clair. Mais... Alors, les plus humiliés, ce sont le premier, ce qui vous vient de l'esprit en premier, c'est l'humiliation des manifestants. J'ai participé à des manifestations, mais je dirais que le gouvernement a porté ce texte, il a porté de façon conflictuelle, volontairement. Il a porté ce texte en opposant une partie de la société à une autre. On aurait pu trouver la reconnaissance de l'amour homosexuel au travers le développement des Pax, du Pax ou d'un pacte d'union civile. C'est ce qu'on aurait pu proposer avec des droits qui pouvaient être similaires. Là, le gouvernement, pour des raisons essentiellement politiques, est allé plus loin. Mais là où Macron, il tient ce propos que je peux entendre et que je peux approuver, mais il a tenu l'inverse. Mais le problème de Macron, c'est qu'il a tenu très exactement l'inverse dans son discours de Toulon, samedi, où il s'excuse à la fois de ses propos, demande pardon. Il dit « je ne m'excuse pas, je demande pardon ». Je ne m'excuse pas. Bon, je ne sais pas où est la nuance sur l'Algérie. Et il envoie un message pour dire que finalement, il n'avait pas voulu dire ce qu'il avait voulu dire concernant la manif pour tous. Qu'est-ce que ça traduit? Ça traduit qu'il s'adapte à son auditoire, qu'il n'a pas de conviction, qu'il n'a pas de colonne vertébrale. C'est peut-être encore plus inquiétant que ce qu'il dit sur le fond, parce que quand on est chef de l'État, on ne varie pas, on ne s'adapte pas aux circonstances, au public devant lequel on se trouve. Et quand vous entendez Christiane Taubira dire « on m'a traité de guenon, de macaque, j'ai été humilié », vous en convenez? Je me rappelle, vous connaissez les relations difficiles que j'ai eues avec Mme Taubira. Je l'ai combattue avec acharnement à l'Assemblée nationale, et notamment sa politique pénale. J'avais approuvé
la décision de justice qui avait condamné une personne, je crois que c'était en Guyane, qui l'avait attaqué dans des termes comparables à ce que vous citez. Ces termes sont inacceptables, inappropriés. J'ai gardé le mot d'ailleurs que m'avait envoyé Christiane Taubira. Ils étaient rares, j'en conviens, pour m'en remercier. Donc ces propos, ils sont intolérables et je comprends bien sûr sa colère. Il n'en reste pas moins qu'on est dans un débat politique, que ce texte, je ne l'ai pas voté, que je considère qu'il était dans sa configuration inutilement dangereux pour notre cohésion nationale, qu'il a blessé des familles et qu'il s'est attaqué à une conception traditionnelle d'une famille. C'est passé là maintenant ? Il ne faut pas y revenir, c'est passé maintenant. C'est passé. François Fillon a dit les choses sur ce sujet, clairement, et notamment sur son refus total d'aller vers la GPA. Mais le danger, sinon, on ne touche pas le texte. Le danger, il est là. L'essentiel du texte ne doit... François Fillon a dit qu'on réécrirait le texte sur la question de la filiation, pas sur le reste. La campagne de François Fillon a repris normalement ou pas ? Elle a repris. Oui, elle a repris avec force, normalement. C'est vrai ? Il a évoqué sur le fond deux sujets majeurs. On ne voit pas beaucoup. La semaine dernière, ses propositions très fortes sur la sécurité. Et j'y ai participé, j'y ai contribué. J'ai moi-même déposé un texte, ce qui se voudrait être une grande loi d'orientation et de programmation sur la sécurité intérieure et la justice pour réarmer l'État face au terrorisme, face à la délinquance, face à la loi des bandes qui se sont appropriées le quartier. Il a parlé hier en des termes très équilibrés de son projet, très fort, de son projet pour préserver notre modèle de santé. Nous avons tenu, et je l'ai été également, 18 réunions la semaine dernière dans toute la France avec des orateurs nationaux. Alain Juppé dit que c'est trop à droite, qu'il dessine un projet trop à droite et qu'il faut tenir compte des gens qui ont voté pour Alain Juppé, qui finalement est arrivé deuxième. Il n'a pas utilisé, Gilles Bronstein, ce terme de trop... on est d'accord que c'est ce qu'il a voulu dire. Il n'a pas dit trop à droite. Il a dit qu'il fallait qu'il y ait un équilibre. Il a raison, il faut qu'il y ait un équilibre. C'est ce que fait au quotidien François Fillon. La primaire a confronté des positions différentes, pas divergentes, mais différentes. J'ai personnellement soutenu Nicolas Sarkozy. Il y avait des nuances, il y avait des différences sur le programme. Celui qui gagne a la responsabilité d'unir, de rassembler ses points de vue, d'un point de vue programmatique, au niveau des équipes. C'est pas forcément simple, mais je crois que François Fillon a parfaitement réussi cet exercice. Donc, bien sûr qu'il faut un équilibre entre les idées, entre les hommes, et je crois que c'est ce qui est en route aujourd'hui. Éric Ciotti est notre invité jusqu'à 9h. 8h50, l'info avec vous, Victor Maté. Après avoir dénoncé une cabale politique, Marine Le Pen dénonce à nouveau les faits. Sa directrice de cabinet a été mise en examen hier soir pour recel d'abus de confiance. Elle est soupçonnée d'avoir bénéficié d'un emploi fictif d'assistante au Parlement européen. Un espoir pour les Français, un tournant dans la campagne et pour notre vie politique. Emmanuel Macron et François Bayrou ont chacun de leur côté défendu leur rapprochement. François Bayrou qui renonce donc à une 4e candidature personnelle à la présidentielle. Des rafales de vent à plus de 100 km/h attendues aujourd'hui dans le nord de la France, la Somme, le Nord et le Pas-de-Calais, qui sont d'ailleurs en vigilance orange à partir de 10h. Le vent n'a pas tourné pour Saint-Etienne, battu 3-0 à l'aller et 1-0 hier soir en match retour par Manchester United, et donc éliminé en 16e de finale de la Ligue Europa de football. Et puis Paris a désormais une chance sur 2 d'organiser les JO 2024, seul autre candidat Los Angeles, puisqu'après Hambourg et Rome, Budapest retire sa candidature. France Info. Éric Ciotti est l'invité politique de France Info jusqu'à 9h. Jean-Michel Apathy. Le Front National a visiblement aussi quelques soucis avec la justice, des emplois fictifs, là aussi, entre le Parlement européen et le parti qu'anime Marine Le Pen. Une collaboratrice de Marine Le Pen a été mise en examen hier et je vous propose d'écouter, c'était sur TF1 hier soir, la défense de la présidente du Front National. Cette enquête a été ouverte il y a 2 ans. C'est quand même assez étonnant que brutalement, 2 mois avant la présidentielle, il y ait cette très forte activité judiciaire. Il y a là un risque très lourd, on le voit bien, d'instrumentalisation en réalité de la justice. Est-ce qu'il y a une instrumentalisation de la justice contre Mme Le Pen ? Moi, j'ai un principe de base. Je considère qu'il ne faut pas que la politique se mêle de la justice et qu'il ne faut pas que la justice se mêle de politique.
Nous avons besoin c'est une position de principe. Nous avons besoin d'une justice forte. Mais est-ce que c'est le cas maintenant ? Totalement indépendante. On est tous d'accord avec les grands principes, vous savez. Il n'échappera... La question, c'est... Pas tout le monde. Mais là, vous et nous, oui. Je vais y venir. Il n'échappera à personne qu'on est à 2 mois, aujourd'hui, jour pour jour, du premier tour de l'élection présidentielle, et que, comme par hasard, à chaque élection présidentielle, à chaque élection décisive pour notre pays, il y a sorti d'on ne sait où quelque part, c'est le cas pour François Fillon, il y a ces attaques, il y a cette volonté de faire en sorte que la justice joue un rôle dans la campagne électorale. Donc je le dis, soyons attentifs. Donc, il faut que les magistrats... François Fillon, Marine Le Pen, c'est le même traitement. Il faut que les magistrats soient attentifs, il faut qu'on veille à ce que l'institution judiciaire soit à l'abri du débat politique. Oui, voilà, je crois que donc là, vous pensez que la justice est instrumentalisée. Je n'ai pas apporté de jugement. Je dirais que sur cette affaire, vous savez, ça me fait penser à une formule de ma grand-mère qui disait c'est souvent le blanc qui se tache le plus. Madame Le Pen a donné beaucoup de leçons. Son père parlait de main propre, tête haute. Voilà. Donc c'est un parti qui a donné beaucoup de leçons. D'autres disaient, est-ce qu'on imagine le général de Gaulle est mis en examen ? C'est un parti qui est assez préservé, paradoxalement, alors que c'est vrai, il y a, vous savez ce qui nous trouble, il y a des enquêtes. Donc je dirais que Madame Le Pen, qui a tellement donné de leçons, doit aussi... Elle n'en a pas donné plus. Elle doit aussi rendre des comptes. Elle n'en a pas donné plus que François Fillon. Elle doit aussi rendre des comptes. Elle doit aussi, bien entendu, rendre des comptes, naturellement. Mais en même temps, je dis attention qu'à 2 mois d'une élection, il y ait cette immixtion et toujours... Ce qui nous trouble, c'est que les arguments soient les mêmes, quoi. C'est ça qui nous trouble. Que les arguments de François Fillon et les arguments de Marine Le Pen, là, dans cette période, soient exactement les mêmes. Mais enfin, à qui profite le crime ? D'où vient le complot ? La justice est instrumentalisée. Quand même curieux, hein, comme... similitude. Écoutez, moi je crois pas au hasard. Pourquoi on attaque François Fillon en cette période Mais qui attaque François Fillon ? Stratégique. Vous avez dit ça vient d'on ne sait où quelque part. Moi je pense que vous avez une idée d'où ça vient. J'avais dit à ce... Vous l'avez dit. Oui, j'avais dit à ce micro ici même. À qui profite le crime ? On va vous écouter. Qui a les éléments ? On va vous écouter. C'était il y a à peu près 1 mois à la même place. Vous avez de bonnes sources. Je vous en remercie. Il n'y a qu'un lieu où tous ces éléments sont recensés de façon exhaustive, c'est à Bercy. Monsieur Macron n'est pas éloigné de ce pouvoir. Il est très proche de l'actuel président de la République, du secrétaire général de l'Élysée. Nul n'ignore que monsieur Jouyet a été un acteur majeur dans la montée en puissance de monsieur Macron. Alors, vous aviez la même cravate ? Est-ce que vous attaquez aussi de la même manière, avec la même cravate ? Est-ce que vous attaquez le même Jean-Pierre Jouyet ? Vous auriez pu éviter de passer ce passage, on aurait gagné du temps. Vous croyez que je vais changer d'avis à 15 jours d'intervalle ? Vous avez des preuves sur Jouyet ? À qui profite le crime ? D'accord. Est-ce que ça fait de Jouyet forcément un coupable ? J'ai dit factuellement que M. Jouyet était très proche de M. Macron. Alors, j'en conviens, il est proche d'à peu près tout le monde. Généralement, il se rapproche de ceux qui peuvent gagner les élections. Bon, ça a été d'ailleurs une des erreurs de Nicolas Sarkozy d'en faire un ministre, mais sincèrement, c'est un fait aujourd'hui qui possède tous les éléments qui sont sortis, à qui profite le crime et qui est l'ami de M. Macron. Après, moi, je ne porte pas des accusations, je fais un constat, vous portez à qui des profite le crime. Alors après, on va aussi ajouter, parce qu'on ne le dit jamais, mais quelquefois je pense qu'il faut le dire, on va aussi ajouter la version des journalistes du Canard enchaîné, qui racontent avoir consulté la déclaration de François Fillon faite à la Haute Autorité pour la transparence de la vie politique, et qui ont été surpris, sans doute il faut mettre un guillemet parce que le verbe est faible, par le fait que Pénélope Fillon soit dans cette déclaration mentionnée comme collaboratrice à la Revue des Deux Mondes, et que cela leur a donné envie d'en savoir un petit peu plus. Mais ça, c'était un élément factuel. Ce qui est un travail de journaliste, ce qui est une autre version que celle cet élément, je crois qu'il est plutôt sur la déclaration d'intérêt, mais vous parlez, sur la déclaration d'intérêt, vous parlez de la déclaration de patrimoine, vous noterez, et j'ai pas entendu beaucoup... Un travail de journaliste peut aussi expliquer ce qui est arrivé à François Fillon. Sur la déclaration de patrimoine, hier, le déontologue de l'Assemblée nationale a dit que les activités de M. Fillon, sa société de conseil personnelle, étaient totalement conformes
aux règles en vigueur à l'Assemblée nationale. Alors, vous Donc, avez raison. je n'ai pas entendu la presse faire état avec la même force de cette information qu'elle a fait état des soupçons, des accusations qui ont été jetées en pâture Ce sont là des la choses semaine complexes, mais vous avez raison. Le médiateur Je de vous l'Assemblée remercie de m'en donner nationale acte. a dit que l'activité de communication de François Fillon Absolument. était légale, puisque François Fillon a déclaré sa société de communication, je crois, 10 jours avant le premier tour des élections Il a dit législatives qu'il de était 2012, légal ce qui a semblé et qu'il contraire n'était à jamais intervenu à l'Assemblée nationale dans le cadre parlementaire pour des personnes qui auraient pu être ses clients. Ce qui, pour être complet là aussi, cette déclaration d'activité de conseil 10 jours avant le premier tour des élections législatives a semblé contraire à l'esprit de la loi à beaucoup. Mais parler de l'esprit de Monsieur la loi Apathy, en 10 si secondes vous-même à la vous radio, faites l'esprit de la c'est loi, assez complexe. moi je ne connais il y a pas que moi qui l'ai l'esprit de fait. la loi selon Monsieur Apathy, je connais Il la n'y a loi pas de la que moi qui l'ai République. fait. On la respecte ou on la respecte pas. Le déontologue a dit que Monsieur Fillon l'avait strictement respecté. Montesquieu Le reste, étant- c'est conjecture. Montesquieu étant originaire du Sud-Ouest, dans le Sud-Ouest, nous avons toujours été sensibles à l'esprit de la loi, et ce n'est pas à François Fillon, basque d'origine, que C'était j'apprendrai l'esprit cela. des lois, Montesquieu. La bataille des Suds ce matin. Éric Voilà. Ciotti Merci. du Sud-Est, Jean-Michel Apathy du Sud-Ouest. On va regarder l'actualité pour tout le monde sur France Info. L'info revient.